Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Machariki Official en ce jeudi du 29 janvier 2026. Au micro, vous êtes avec Senam. Bienvenue. Goma, un geste de solidarité après le drame de Birere. À Goma, la solidarité institutionnelle s'est manifestée en faveur des victimes de l'incendie survenu sur l'avenue Kisangani dans le quartier Birere. Au moins une centaine de familles sinistrées ont bénéficié d'une assistance humanitaire apportée par le gouverneur du Nord Kivu sous l'administration de la FCM 23 Bahati Musanga Erasto. Écoutez les témoignages. Nous avons apporté 20 tôles pour chaque famille, donc une centaine de familles. Nous leur avons apporté aussi 10 sacs de ciment et un sac de riz. Ici, le gouverneur Bahati Musanga du Nord Kivu donne des conseils à ceux-là qui reconstruisent leurs maisons qui étaient abîmées par l'incendie. Donc, il leur dit ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, qu'ils ne mettent plus de planches. Leur conseil d'utiliser des briques, construire avec des briques, parce que les briques ne sont pas sensibles à l'incendie, tandis que les planches se brûlent facilement. Il dit quand vous construisez, il faut laisser un espace pour la route. S'il y aurait une route, on aurait pu arrêter l'incendie, mais à défaut d'avoir des routes ici, puisque les maisons étaient très serrées, on n'a pas pu arrêter l'incendie. Ouvrez la route. Il faut que vous ayez une route dans l'avenir. Alors, nous allons aménager cette route. Voilà, c'était le gouverneur Bahati Musanga Erasto du Nord Kivu qui s'exprimait à l'occasion de la remise de l'aide aux sinistrés de Birere à Goma. Ce soutien intervenu dans un contexte de grande détresse sociale vise à répondre aux besoins urgents des ménages qui ont tout perdu dans ce sinistre dévastateur. La catastrophe a laissé derrière elle des habitations détruites, des biens consumés par les flammes et des familles plongées dans une précarité extrême, sans abri ni ressources immédiates. Dans le cadre de cette opération de solidarité, chaque famille bénéficiaire a reçu un lot de matériaux et des vivres essentiels destinés à faciliter la reconstruction et la survie quotidienne. L'aide distribuée comprend notamment 20 tôles pour la réhabilitation des toitures, 10 sacs de ciment pour la reconstruction des murs et des fondations, ainsi qu'un sac de riz pour répondre aux besoins alimentaires immédiats. Cette action humanitaire s'inscrit dans une dynamique de réponse d'urgence aux catastrophes locales, illustrant une volonté des autorités locales de ne pas laisser les populations sinistrées livrées à elles-mêmes. Pour de nombreuses familles, cette assistance représente un premier pas vers la reconstruction de leur vie et la restauration d'un minimum de dignité après le drame.
Au-delà de l'aide matérielle, ce geste revêt également une dimension symbolique forte, traduisant une reconnaissance officielle de la souffrance des victimes et une tentative de rétablir la confiance entre les autorités locales et les communautés affectées. Alors que les besoins restent considérables en logement, en soins, en accompagnement psychologique et en sécurité, cette intervention constitue une réponse initiale essentielle, mais qui devra être suivie par des actions plus larges et durables pour permettre une véritable réhabilitation du quartier de Birere et une prise en charge globale des familles touchées par l'incendie. Fizi au bord de l'effondrement sécuritaire. La situation militaire dans le territoire de Fizi devient de plus en plus critique. Confrontée à la supériorité militaire et à la puissance de feu de l'AFC M23, les forces armées de la République démocratique du Congo montrent des signes évidents de repli stratégique et de désorganisation. Après de violents affrontements sur les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi, plusieurs positions militaires ont été abandonnées, notamment dans la localité de Mboko, ainsi que dans d'autres villages situés le long des rives du lac Tanganyika. Depuis les premières heures de ce mercredi, des mouvements inhabituels ont été observés dans le rang des FARDC, des forces gouvernementales. L'évacuation progressive du matériel militaire a commencé très tôt dans la matinée, laissant apparaître une préparation manifeste à un retrait de grande ampleur. Des véhicules chargés d'équipements, d'armes et de logistique ont quitté certaines positions stratégiques, confirmant l'hypothèse d'un désengagement planifié. Fait encore plus révélateur de l'ampleur de la crise, les éléments des FARDC ont commencé à vendre leurs rations alimentaires, signe d'une organisation interne profondément fragilisée et d'une volonté claire de se préparer à une évacuation rapide. Ces scènes traduisent non seulement un affaiblissement du moral des troupes, mais aussi une perte de contrôle opérationnel face à la pression militaire exercée par la FCM 23 MRDP Twirwaneho. La ville de Baraka, centre stratégique du littoral du Tanganyika, apparaît désormais comme la prochaine cible directe. Tout indique qu'une évacuation des forces gouvernementales pourrait intervenir dans la soirée, ce qui exposerait la ville à un risque imminent de chute. Les observations sur le terrain estiment que si la dynamique actuelle se maintient, Baraka pourrait passer sous le contrôle de la FCM 23 MRDP Twirwaneho dès demain, vendredi 30 janvier 2026. En raison de ces violents combats qui se déroulent dans le territoire de Fizi, les informations qui nous parviennent confirment que la ville de Baraka est dans une situation critique. Les FARDC, les Wazalendo, les FDNB et les FDLR, bien qu'ils coopèrent entre eux, ont commencé à la piller. Certains habitants fuient déjà la ville, alors même qu'il apparaît que la FCM 23 MRDP Twirwaneho n'y est pas encore entrée. Cette évolution rapide de la situation fait craindre une recomposition totale de l'équilibre militaire dans le sud Kivu, avec les conséquences sécuritaires, humanitaires et politiques majeures. Les reculs des FARDC dans cette zone stratégique ouvrent la voie à une extension du contrôle territorial de la FCM 23 MRDP Twirwaneho le long du lac Tanganyika, renforçant ainsi sa position militaire
et son influence dans la région. Fizi, déjà fragilisé par des années d'instabilité, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une nouvelle phase de basculement sécuritaire où l'incertitude domine et où les populations civiles risquent de payer le prix le plus lourd de cette escalade. Un drone militaire de type CH-4 qui survolait régulièrement les zones de Minembwe a été abattu. Ce 28 janvier 2026, dans la zone de Point Zéro, la coalition AFC M23 MRDP Twirwaneho a abattu un drone CH-4 du gouvernement de Kinshasa alors que celui-ci s'apprêtait à mener une attaque sur le Point Zéro. L'appareil a été détruit avant de pouvoir frapper sa cible, ce qui a provoqué un soulagement au sein de la population de Minembwe qui redoutait une nouvelle offensive, le drone étant venu une fois de plus dans l'intention de les attaquer. Écoutez les témoignages. Odi runingu na Kiliba odi. Con, Runingu, Kiriba, vous tous. Allô, Runingu, allô, Kiriba. Nataka kufunga kinywa. Ah, voilà, alors, je vais fermer la bouche de tous ces insensés qui crient aux alentours. Papa Ibrahim, attention, ça va. Ah, attention, ça va, l'attention, ça va là-bas. On revient alors. Ah, je vous avais dit que Uvira n'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Que l'on devrait revenir n'importe quand pour récupérer Uvira. Jusqu'à présent, ce sont des tirs. Ah, trouvez alors l'information. Ouvrez encore les bouches une fois de plus. Vous allez voir. Voilà. Cette note vocale nous fait bien entrer dans de violents combats qui ont opposé la FCM23 à la coalition des forces gouvernementales dans la zone de Kabunambo, Runingu, en date du 28 janvier 2026. La coalition composée des FRDC, des FDNB, des Ouazalendo, des FDLR et des mercenaires a lancé une attaque de grande envergure contre la FCM23 sur l'axe Kabunambo-Runingu. Les affrontements sont d'une telle intensité que, s'ils se poursuivent, ils pourraient atteindre la ville d'Uvira. Ce fut à 17h40 un véhicule logistique de la coalition gouvernementale de Kinshasa transporta du matériel vers la ligne de front dans la zone de Runingu a été incendié par les combattants de la FCM23. 2 mercenaires ont péri dans l'attaque. Lors des affrontements particulièrement intenses à Runingu, la FCM23 a capturé 8 mercenaires blancs prisonniers. Donc, la FCM23 a fait prisonnier 8 mercenaires de peau blanche. Leur capture est présentée comme un nouveau signe de défaite à l'image de ce qui s'était produit en janvier 2025 à Goma, au Nord Kivu, où des mercenaires avaient été vaincus et capturés par la FCM23. Par ailleurs, il est rapporté que ces mercenaires blancs ne sont pas en sécurité. Certains seraient tués par des soldats burundais présents en République démocratique du Congo dans le but de leur voler les dollars qu'ils transporteraient, issus de leur solde. Des embuscades leur seraient tendues, ils seraient exécutés puis dépouillés de sommes importantes. Il ne resterait désormais qu'un nombre réduit de ces mercenaires, mais le président Tshisekedi continuerait d'en recruter de nouveaux.
Écoutez l'audio. ntabwo mwategereye ayo marikodi ko mpano mba murimo kwibaza cyane ukuntu bimeze. Kigabo wowe wabaye kuri gato bwari ahantu hose ntuhazi. Je pense que vous n'avez pas suivi toutes les notes vocales que l'on vous a envoyées parce que vous ne comprenez pas la géographie de l'endroit. Même Kigabo, n'est-ce pas que tu as vécu là-bas à Gatobwe, tu ne connais pas tout l'endroit. Kare bacu bari badiployinze mu Gitinja. Nos militaires, donc nos combattants, étaient déployés à Gitinja. Donc, ce sont les combattants de l'AFC M23 MRDP Twirwaneho qui étaient déployés à Gitinja, à Mugaja, à Gitabo, à Muhanga et à Gitigarura et à Ruvumera. Alors, les FARDC et alliés qui venaient d'Uvira avaient freiné, donc c'était stoppé à Kabunambo. Kabunambo, c'est la haute montagne qui se trouve au-delà de la rivière Sangé. Là où il se construit, c'est érigé des antennes. Ceux qui étaient chez nous à Gitinja, donc les combattants de l'AFC M23 MRDP Twirwaneho, ils sont descendus et ils ont attaqué Gahamba. Parce que les Wazalendo, les FARDC, les militaires burundais étaient à Gahamba, à Runingu et à Gatatu. Donc, nos combattants qui venaient de Mugaja ont attaqué le matin. Donc, le matin, ils ont attaqué les positions de l'ennemi, donc de l'armée gouvernementale et la coalition. Donc, nos combattants, donc AFC M23 MRDP Twirwaneho, se tenaient à Mugaja et lançaient donc des obus. Donc quand tu dépasses Kabunambo, tu entres dans Biriba. Oh, tu descends un tout petit peu une vallée. Et puis tu vas de l'autre côté, tu arrives à Biriba. Quand tu dépasses Biriba, tu entres dans Runingu Centre. Donc vous entrez dans Runingu Centre. Là où c'est appelé Agasambura. Donc tu viens de Biriba, tu arrives à Gasambura, là où il y a un tournant. Il y a aussi un pont. Puis tu montes vers Runingu, tu arrives à Runingu au centre commercial. Et tu traverses au-delà du marché, tu arrives à Nyamunindi. Et puis tu entres à Kiriba. Voilà, c'est comme cela. Donc ceux qui sont nos combattants qui sont descendus de Gatobwe sont arrivés à Gitimbia. Ils sont descendus à larga de bombes sur Gahambia, à Nyamuziba. Donc Gahamba et Nyamuziba ont été attaqués immédiatement. Donc Nyamuziba, c'est du côté de chez les prêtres.
kugera ku isoko rya Runingu ukiri ruguru ku isoko Et quand vous êtes encore au marché de Runingu, ku isoko aho bita ku Gahara c'est à Gahara. nuko niko barwanya urumva ibyo ari byo byose Runingu bararara bayifashe. Voilà, alors si c'est comme cela, nécessairement que en ce mercredi, tout le Runingu sera libéré. Uko byagenda kose Runingu irarara ivuyemo. De toutes les façons, la FCM 23 MRDP Twirwaneho devra libérer Runingu en cette soirée du mercredi 28 janvier 2026. Babiri biyo yavuyemo tayari. C'est fini, Biriba est libéré. Runingu nirara ivuyemo bashobora kurara muri ya misozi yo hejuru kuri Kiriba. Si une fois Runingu libéré, alors nos combattants donc de la FCM 23 MRDP Twirwaneho pourront passer la nuit au sommet de Kiriba. À Muberure. Muberure, c'est dans le tournant vers Munindi. Donc, nécessairement qu'ils doivent passer la nuit au sommet afin qu'ils puissent bien pilonner Kiriba. Donc, quand vous arrivez à Runingu, alors nos combattants auront deux directions. Il y a la route principale vers Kiriba. Il y a un autre raccourci vers Muberure, au-delà de la rivière Runingu. Alors, ils vont se retrouver au sommet au-delà de Kiriba. On passe à côté de Muberure, au flanc de Muberure, passant par Gatwenge. Alors, on arrive à Kiriba, au sommet. Là, au-delà de l'église Sepak. Alors, on attaque Kiriba par le sommet. D'autres très peu alors peuvent passer dans la route principale. À Nyamunindi. Voilà, c'est comme cela que se déroulent les choses. Kigao, tu connais l'endroit, mais tu étais là quand tu étais encore petit. Dans les zones montagneuses de Kaziba, en date du 28 janvier 2026, de violents combats ont également eu lieu, au cours desquels la coalition des forces du gouvernement de Kinshasa a subi de lourdes défaites. Les FDLR ne doivent pas être autorisés à opérer dans l'est de la République démocratique du Congo selon les États-Unis d'Amérique. L'une des responsables du département d'État des États-Unis chargée de suivi des questions africaines, Sarah Troutman, a déclaré que le groupe terroriste FDLR ne devrait pas être autorisé à opérer dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FDLR ne doivent pas être autorisés à opérer dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 27 juin 2025, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Parmi les points essentiels figuraient notamment le démantèlement des FDLR et la levée des mesures défensives mises en place par le Rwanda pour prévenir les attaques de ce groupe. Le gouvernement de la République démocratique du Congo était tenu de démanteler les FDLR, mais il n'a pas entamé ce processus. Le Rwanda a indiqué que tant que ce groupe existe encore, il ne peut pas lever ces mesures de sécurité car
les FDLR conservent un projet d'attaque contre le Rwanda et continuent de menacer sa sécurité, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises. Lors d'une réunion de parlementaires américains chargés du suivi des affaires africaines tenue le 22 janvier 2026, le député Sarah Jacobs a déclaré que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de coopérer avec les FDLR en violation des accords de paix signés à Washington, D.C. La députée Jacobs a déclaré, je cite, « Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, il est rapporté qu'elles continuent de collaborer avec les FDLR, un groupe fondé par les auteurs du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 en violation des accords de paix. » L'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Mukantabana, a confirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de coopérer avec les FDLR et que ce groupe terroriste bénéficie du soutien du gouvernement congolais, ce qui constitue une menace pour la sécurité du Rwanda. C'est pour cette raison que les mesures défensives demeurent en place. Sarah Trotman a reconnu que les FDLR représentent un problème de sécurité pour le Rwanda et qu'ils ne doivent pas continuer à opérer dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a souligné que le gouvernement congolais doit démanteler ce groupe conformément aux dispositions des accords de paix. Elle a déclaré, je cite, « Les FDLR constituent un problème reconnu. Nous ne les nions absolument pas. Elles ne doivent pas être autorisées à opérer dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous rappelons au gouvernement de la République démocratique du Congo que le démantèlement des FDLR, tel qu'il s'y est engagé dans des accords, est une priorité essentielle et nous voulons voir des avancées concrètes et significatives. » Fin de citation. Le 28 novembre 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni aux FDLR et aux groupes qui leur sont alliés 3 tonnes de munitions ainsi que 3 tonnes de vivres, puis a acheminé d'autres munitions le 14 janvier 2026 afin de soutenir leur combat contre l'AFC M23. Cela confirme que le processus de démantèlement de ces groupes terroristes est encore long et loin d'être achevé. Les négociations de Doha pourraient reprendre d'ici la fin de la semaine. Les pourparlers de paix de Doha, réunissant les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et de la coalition AFC M23, pourraient reprendre en fin de cette semaine. Ces discussions étaient suspendues depuis le début du mois de décembre 2025, lorsque l'AFC M23 s'est emparé de la ville d'Uvira à l'issue des combats qui ont duré une semaine dans la plaine de la Ruzizi, dans la province du Sud Kivu. Le gouvernement du Qatar, qui dirige ces négociations, avait invité les deux parties à participer à une réunion destinée à évaluer le respect des accords de cessez-le-feu. L'AFC M23 avait dépêché une délégation, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo n'avait pas envoyé ses représentants. Après le retrait de l'ensemble des combattants de l'AFC M23 de la ville d'Uvira au 17 janvier 2026, le gouvernement du Qatar s'emploie à réunir à nouveau les deux parties autour de la table de négociation. Le magazine Jeune Afrique a rapporté que le 27 janvier, des représentants du Qatar, des États-Unis et d'autres partenaires ont tenu une réunion préparatoire
par vidéoconférence en vue de la reprise de pourparlers de paix. Le gouvernement du Qatar a invité la République démocratique du Congo et la FCM23 à participer aux négociations prévues entre le 31 janvier et le 1er février 2026. Selon cette même source, un responsable de la FCM23 a confirmé que la coalition est prête à envoyer sa délégation à Doha et que le gouvernement congolais a également confirmé l'envoi de ses représentants. Il est prévu que cette nouvelle phase de discussion porte notamment sur le démarrage effectif du mécanisme de suivi du cessez-le-feu ainsi que sur les modalités de reconstruction de la confiance entre les deux parties. Après 500 ans d'existence, l'Église anglicane d'Angleterre est désormais dirigée par une femme. Après près de 500 ans d'existence, l'Église anglicane d'Angleterre a été confiée à la direction d'une femme comme archevêque primat. Sarah Murari devient la 106e dirigeante de l'Église anglicane en Angleterre. La cérémonie de son intronisation s'est tenue à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 28 janvier 2026. Cette femme a souvent suscité des controverses au sein de l'Église anglicane à travers le monde, y compris au Rwanda, en raison de ses positions favorables aux relations homosexuelles. Elle a été élue en octobre 2025 et la cérémonie du 28 janvier 2026 constituait sa confirmation officielle et définitive. Lors de son élection, le mouvement visant à préserver et à renforcer l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église anglicane, connue sous le nom de GAFCON, a fermement rejeté sa nomination. Le GAFCON est dirigé par l'archevêque de l'Église anglicane du Rwanda, Dr Laurent Banda, qui a déclaré que cette décision était contraire aux enseignements bibliques. Sarah Murari a déclaré être convaincue que la position à laquelle elle a été élue lui permettra de lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes, soulignant que beaucoup de femmes n'osent pas s'exprimer faute de position d'influence. Elle a affirmé qu'elle utiliserait cette fonction pour mettre en place des mécanismes favorisant l'inclusion de tous sans distinction de sexe. Elle a dit, je cite, « Je sais ce que signifie occuper une telle fonction. Il est important pour moi de parler des injustices faites aux femmes car celles qui n'ont pas cette position hésitent souvent à le faire. Je me suis engagé à œuvrer pour que chacun se sente pleinement inclus. » Fin de citation. Elle a également indiqué que, en tant que première femme à accéder à cette fonction majeure dans l'Église anglicane, certains se focaliseront sur ses fonctions, mais qu'elle se réjouit aussi du soutien que beaucoup lui ont apporté. Âgée de 64 ans, Sarah Murari est mère de 2 enfants, issus de son mariage avec Imon Murari. Elle est originaire de la ville de Woking, dans le comté de Surrey, au sud-ouest de Londres. Elle a été infirmière en chef du Royaume-Uni de 1999 à 2004. En 2005, elle a été décorée par la couronne britannique pour sa contribution au développement des soins infirmiers et de la sage-femme. Avant d'être nommée 133e évêque de Londres en 2018, elle a été évêque de Crediton dans l'ouest de l'Angleterre de 2015 à 2018. La désignation de l'archevêque primat de l'Église anglicane d'Angleterre se fait selon
une procédure confidentielle. Il est choisi par un organe appelé Crown Nomination Commission, présidé par une personnalité issue de l'ancien commandement du service de renseignement britannique MI5. Les 2 tiers des membres de cette commission doivent s'accorder sur 2 candidats. Les noms sont ensuite transmis au Premier ministre britannique qui en sélectionne un, puis le dossier est soumis au roi du Royaume-Uni qui procède à l'investiture officielle. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée du 29 janvier 2026. Vous étiez au micro de Sendham.